Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse géopolitique et économique. On va parler de l'actualité en cours, notamment la guerre entre les USA et l'Iran, évidemment avec Israël, mais ça on va y revenir certainement dans une autre vidéo. Les conséquences avec ce choc énergétique mondial et les conséquences aussi sur les marchés financiers. Sans plus tarder, donc, du côté américain, cette guerre a été commencée donc, avec la fin des négociations, hein, comme l'an dernier en juin. On négocie, mais finalement on frappe, puisque les négociations ne vont pas dans le sens qu'on aimerait. Donc, pour avoir plus de poids dans les négociations, cette fois-ci, ils ont choisi la manière forte. Donc Trump a certainement été mis sous pression. On lui a dit que cette guerre pouvait être courte, comme au Venezuela. On lui a dit qu'un changement de régime était possible, que l'État iranien allait s'effondrer sous le poids des manifestations. Grosse erreur, on va voir ça. Donc l'objectif américain semble être un changement de régime, sans enlisement militaire, donc avec une guerre courte comme je viens de le dire. La communication américaine, elle est assez contradictoire. Il y a on va dire, il y a un manque de visibilité et un manque d'informations assez concrètes, comme on va le voir sur le plan plus militaire. Car le problème, c'est que tout simplement, l'Iran, au bout d'un mois, là, ne s'effondre pas et au contraire impose son hard power, puisque jusque-là, ils étaient OK pour négocier, ils négociaient, ou ils ripostaient simplement aux attaques américaines, comme c'était le cas l'an dernier, avec des faibles frappes, même en prévenant, comme le faisaient les Américains. Cette fois-ci, par contre, ils ont employé la manière forte. Donc ils ont encaissé les frappes, ils ont remplacé les cadres qui ont été tués lors des frappes israélo-américaines, et ils ont mis en place une riposte stratégique qui a visé les bases US, qu'on va voir ici. Donc semble-t-il que les Américains n'étaient pas prêts à cette riposte-là, en tout cas c'est ce qu'a dit Trump à plusieurs reprises, ce qui semble assez étonnant, puisque on sait que les Iraniens avaient des capacités de missiles balistiques et de drones, donc une nuisance potentiellement très importante sur ces bases américaines très proches. Donc l'encaissement des frappes, remplacement des cadres, capacité de nuisance sur l'économie mondiale, c'est pareil, cela semble étonner Trump, en tout cas dans ses discours, mais le détroit d'Ormuz, effectivement, est très proche de la frontière iranienne, donc c'est un goulot d'étranglement assez facile à utiliser pour l'Iran, et c'est notamment là que transitent 20% des exportations de pétrole et 20% des exportations mondiales de GNL. Cela va, on va dire, à 80-90% vers l'Asie. Il n'empêche que ça impacte le monde entier, puisque les cours du pétrole, eux, sont les mêmes partout dans le monde. Les outils aussi, qui sont un proxy, donc peuvent potentiellement intervenir. En tout cas, d'après ce que j'ai vu récemment, il est possible qu'ils entrent en guerre dans les prochains jours, qu'ils attaquent Israël aussi. Et eux, ils sont à côté du détroit de Bab el-Mandeb, donc qui lui représente 12% du commerce mondial. Évidemment, ces 12% vont, et pour l'essentiel, vers l'Europe. Donc cela pourrait, on va le voir plus tard, causer une situation assez compliquée pour l'Europe. La situation actuellement, on ne voit pas fin de partie. Trump menace d'attaquer les centrales électriques en Iran. L'Iran menace de riposter dans le même sens côté de ses voisins au Moyen-Orient. Donc on ne voit pas de fin potentiellement sur les prochains jours, à voir sur les prochaines semaines et les prochains mois, mais en tout cas, je pense, et très certainement, Trump cherche une porte de sortie, puisqu'il ne voulait pas une guerre longue, et il n'a pas les moyens de faire une guerre longue. Ni financier, ni militaire. Les marchés ne sont pas prêts, et l'armée américaine ne fait que montrer ses faiblesses. C'est un colosse au pied d'argile, donc il ne peut pas vietnamiser son mandat, ce serait catastrophique pour lui. L'Iran donc tient dans ses négociations forcées et certainement est même en meilleure position de négociation qu'elle ne l'était avant l'attaque américano-israélienne.
Ce qui est certain, c'est qu'une guerre longue constitue un enlisement pour les Américains, et on va dire que plus le temps passe, plus l'Iran gagne et les Américains perdent. Pourquoi? Parce que les Américains perdent économiquement, ils perdent en crédibilité militaire, mais aussi géostratégique, tandis que les Iraniens montrent qu'ils peuvent tenir tête, comme l'a fait la Russie, mais là c'était via le proxy ukrainien. Mais comme le fait la Russie, ils montrent qu'ils sont capables de résister à cette superpuissance militaire américaine. Volet numéro 2, parlons du choc énergétique mondial. Donc évidemment, forte hausse du pétrole. Là, on est sur 6 mois. Donc on voit bien l'évolution. Effectivement, aujourd'hui, on a atteint les 114 dollars pour le Brent. Risque durable aussi sur les flux, c'est ce qui a notamment été révélé lors des dernières frappes, lorsqu'Israël a attaqué donc les productions de gaz côté iranien. Les Iraniens ont riposté sur le côté Qatar. Et donc là, on parle plus des stocks, mais bien des capacités de production, ce qui fait que le coût de l'énergie, en tout cas, capacité de production qui devront être réparés vont l'être, mais sur une durée plus longue. Remplacer une production, c'est beaucoup plus long que remplacer un stock de GNL ou un stock de pétrole. Alors, on va prendre zone par zone. Côté asiatique, c'est là que la crise énergétique va être la plus forte, et est la plus forte, puisqu'il y a une forte dépendance aux énergies du Golfe. 80% du pétrole du détroit va vers l'Asie, et 40% de ces 80% vont vers la Chine, et 80% du GNL du détroit va vers l'Asie. Donc il y a déjà un risque de pénurie d'électricité et de carburant, comme on l'a vu aux Philippines, au Sri Lanka, mais aussi dans d'autres pays d'Asie. Donc pression sur la croissance, comme ça a été bien ressenti sur les marchés, notamment en Inde. En Europe, il y a déjà une croissance qui est très faible, donc une inflation énergétique voudrait signaler un risque fort de stagflation. Donc là, typiquement, c'est les populations européennes qui encaisseraient le coût directement. L'industrie européenne était déjà sous pression, mais elle va l'être encore plus, puisque qui dit industrie dit besoin en énergie. Donc la consommation sera aussi fragilisée. Il y a un risque aussi avec le détroit de Bab el-Mandeb, vu qu'on a vu que ça représentait 12% du commerce mondial. Donc coupure de ce passage veut dire encore plus d'inflation. Les bateaux devront passer faire le tour de l'Afrique, et donc les prix augmenteront forcément. Au Moyen-Orient, les pertes directes, donc une perturbation de production, notamment au Qatar où la production est à zéro, et effectivement une hausse des coûts logistiques et des coûts de réparation. Les pertes indirectes, donc actuellement une perte en fiabilité certaine pour le Moyen-Orient et ses pays exportateurs de pétrole. Leurs clients devront trouver des solutions alternatives. C'est le cas notamment pour la Chine qui va certainement se rapprocher de la Russie. Et les modèles de sécurité sont remis en question. Là, on parle évidemment des capitales et des grandes villes comme Dubaï, Doha ou autres, qui sont pas sous le coup des bombes, mais les missiles passent au-dessus de leur territoire, quoi. Le grand gagnant de cette guerre pour l'instant, c'est la Russie, et là non plus, ça avantage pas. C'est pas forcément un cadeau que voulaient faire les États-Unis, qui voulaient encore une fois une guerre courte, c'est certain. Mais là, ils sont en train d'avantager la Russie, car la hausse des revenus pétroliers est certain. On parle déjà de 30 milliards de gagnés en plus de ce qui aurait été le cas avec un prix sans une hausse du prix du pétrole. L'amélioration donc de son budget et un repositionnement économique. Donc passons au marché financier qui maintenant c'est bon, intègre un potentiel conflit long. C'était pas forcément le cas au début avec ces annonces de Trump, etc. Je suis en négociation, tout va bien se passer. Ça a tenu quelques semaines, mais là il semble que tout le monde soit d'accord. Ça va durer encore quelques semaines.
au minimum, donc potentiellement quelques mois. On voit là donc le S&P 500, donc moins 8% sur ce mois-ci. C'est pareil pour le Nasdaq, pour le Dow Jones. Il y a eu des corrections assez fortes. En termes de volatilité, évidemment, le VIX, lui, est remonté. On est sur du 25-30. Donc oui, tension et incertitude. Les flux des investisseurs, donc là, on sort de certaines actions. En tout cas, mis à part le pétrole, il n'y a pas grand-chose qui monte en ce moment. Et on retourne vers soit des obligations court terme, ok, oui, un petit peu, mais surtout du cash. La nouvelle logique, c'est donc maintenant la hausse du coût du pétrole, mais la hausse du coût de l'énergie globalement, veut dire de l'inflation qui veut dire une baisse des marchés. On va donc vers cette fin de marché pilotée uniquement par les banques centrales, et maintenant c'est l'énergie qui va diriger le monde. Donc voilà, retour à des variables réelles comme la guerre, l'énergie, les matières premières. Alors Trump et ses communications, il annonce la stabilisation, mais l'efficacité de ses messages est en baisse. Les marchés sont moins sensibles au discours et la priorité est maintenant aux fondamentaux. Donc le marché écoute moins la politique et regarde désormais les combats et le prix de l'énergie. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est donc un changement de modèle économique, le retour du réel, fin de l'illusion d'une économie déconnectée du physique. L'énergie, l'industrie, la géopolitique redeviennent centrales. La réalité est simple, pas d'énergie, ça veut dire pas de production, ça veut dire pas de croissance. Fin d'un cycle mondialisé d'environ 30 ans où la mondialisation était fluide avec une optimisation des coûts délocalisés, une dépendance aux chaînes logistiques globales, le libre-échange était roi. Et aujourd'hui on tend vers un monde fragmenté avec les BRICS qui veulent un monde multipolaire et le G7 qui lui veut toujours garder l'hégémonie mondiale, avec les BRICS qui veulent un monde multipolaire et le G7 quant à lui qui reste sur son idée de nouvel ordre mondial. Donc l'économie digitale dominante, comme c'était le cas depuis quelques décennies, avec cette création de valeurs dématérialisées et cette dépendance invisible à l'énergie et aux infrastructures, se fait rattraper par l'économie du réel, et notamment la base, l'énergie. Le pétrodollar, quant à lui, donc cette domination énergétique et maritime américaine, est remise en question. Donc ce contrôle des flux mondiaux est remis en question avec une contestation progressive et la montée des alternatives. On ne l'a pas évoqué précédemment, mais c'est vrai que actuellement l'Iran dit pour passer le détroit d'Ormuz, vous allez devoir payer des frais. Et soit votre cargaison a été payée en yens, et dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement passer, soit elle est en dollars, et dans ce cas-là, vous allez devoir payer des frais. En tout cas, il semble que là, il négocie individuellement avec tout le monde. L'Inde a déjà négocié, le Pakistan apparemment. Certains pays ont déjà entamé des discussions avec l'Iran, c'est certain, pour faire passer leurs besoins énergétiques. Début d'un nouveau cycle multipolaire, donc le monde multipolaire, c'est avoir plusieurs centres de puissance. On parle de la Chine, de la Russie, des États-Unis de leur côté, et de l'Europe, mais là, l'Europe est-elle une puissance en soi à voir dans une autre vidéo, je pense. Donc, moins de stabilité globale, évidemment, puisque les Américains disent, ou en tout cas montrent, qu'ils ne sont plus en mesure d'être les gendarmes du monde. Une économie fragmentée, donc des blocs économiques, une relocalisation et du protectionnisme, c'est certain qu'on va de plus en plus en avoir dans les prochaines années, les prochaines décennies. Ça va être de la sécurité en priorité face à l'optimisation et le contrôle en priorité face à la dépendance. Et là, c'est sur tous les plans, industriel, militaire, politique ou autre. Donc la souveraineté industrielle, évidemment, produire localement, sécuriser les ressources critiques. Alors comment serait cette nouvelle économie ? Elle serait certainement plus physique, les regards se tournent vers l'énergie, les matières premières, l'industrie, encore une fois, mais ça veut tout dire, hein. Chacun va devoir se débrouiller soi-même, sinon il sera dépendant d'un autre. Et là, qui aura les capacités de le faire ? On voit que certainement la Russie a déjà
est déjà en avance, mais même l'Iran, hein, l'Iran est sous sanction depuis des décennies, et c'est ce qui les a amenés à être indépendants sur beaucoup de points. Ils ne sont pas dépendants de la Chine, ils ne sont pas dépendants des USA, ils ne sont pas dépendants de la Russie, comme peuvent l'être certains pays d'Europe, militairement, ou certains pays d'Asie, économiquement. Donc, plus stratégique, des décisions politiques et des rivalités de puissance, ça c'est certain, et plus instable, de la volatilité, de l'incertitude, et un manque de visibilité, donc des cycles plus courts. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse.